Donc salam alaikum. Donc nous avons en fait lancé une plateforme éducative pour apprendre la religion de façon ludique. Et cette plateforme, elle permet justement d'accéder à plus de 125 chapitres ou leçons. Et chaque chapitre a différents quiz. Donc en général, on en a 6 types de quiz. On a également lancé donc des jeux éducatifs qui permettent aux enfants en fait, d'apprendre et de jouer en s'amusant. Et on a une plateforme multimédia qui nous permet justement, pour les enfants, de regarder des épisodes de Cassimo et Lina qui ont des aventures, mais également d'apprendre le Coran, on va dire encore une fois de façon ludique. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour les parents, il y a une gestion dans laquelle ils peuvent en fait suivre le progrès de leurs enfants, regarder leurs activités, leur donner des activités, et puis en même temps, s'ils le souhaitent, verrouiller des chapitres ou bien eux-mêmes jouer et ils peuvent justement télécharger l'application ou aller sur le site directement www.mydini.com et s'enregistrer. Et donc c'est un moyen pour la famille musulmane de se retrouver tous ensemble et d'apprendre la religion ensemble avec les enfants et les parents. Salam alaikum, alors nous c'est l'association Repères et Vocations. L'association Repères et Vocations, c'est une initiative qui a commencé il y a 4-5 ans. L'idée, c'est d'aller à la rencontre de populations musulmanes qui sont à la fois minoritaires et natifs dans le pays dans lequel ils vivent. Pourquoi ce double critère? Ce double critère parce qu'en réalité, ce double critère est intéressant pour nous parce qu'ils ont, ces populations ont vécu une double adaptation. La première adaptation, ça a été déjà le fait d'adapter leur culture à la religion musulmane. Parce que eux qui ne sont pas arabes, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'ils ont dû adapter ou non la culture à la religion musulmane qui est d'influence arabe. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu toute une réflexion sur qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que la religion, est-ce que la religion permet le rayonnement d'une culture autre que la culture arabe ou non. Donc ils ont eu, durant ces siècles, cette première réflexion. La deuxième réflexion, c'est sur le fait que vu qu'ils sont minoritaires en tant que musulmans, c'est comment les musulmans se composent avec la diversité religieuse et ethnique. Et donc là, ils ont eu une double adaptation. En fait, la deuxième adaptation, justement, c'est en tant que musulmans dans un pays non musulman. Et on se rendait compte qu'en fait, ce double critère, c'est une expérience extrêmement enrichissante. Donc comme on peut le voir avec la Bosnie, c'est des populations qui aussi ont énormément d'expérience dans le vivre ensemble. Parce que nous, par exemple, en France, au final, la communauté musulmane, elle s'est vraiment développée il y a 70 ans. Et en fait, on n'a que 70 ans de vivre ensemble. Le savoir-faire n'est pas extrêmement riche en termes d'expérience. Par contre, lorsqu'on regarde la Bosnie, par exemple, la Bosnie, ce sont des musulmans ils sont musulmans depuis le 15e siècle. Ça veut dire que depuis 1467, il me semble, les Bosniaques composent avec la diversité religieuse et avec d'autres communautés comme les orthodoxes, comme les catholiques, comme les juifs, ou comme, etc., etc. Et donc eux, ils n'ont pas 70 ans, ils ont plus de 700 ans d'expérience. Et c'est le cas aussi de la Chine. La Chine, qui est en fait les musulmans chinois, il faut savoir que l'islam est arrivé en Chine à l'époque de Saad ibn Abi Waqqas, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a construit l'une des premières mosquées dans l'histoire de la civilisation musulmane, et il l'a construite à Canton. Et souvent on oublie qu'en fait l'histoire de l'islam en Chine fait partie des débuts de l'histoire musulmane. Et ensuite, avec les commerces de la route de la soie, le commerce des épices, etc., il y a eu un brassage ethnique entre Perses, Turcs, Arabes et Han, c'est-à-dire l'ethnie majoritaire en Chine, qui a en fait vu la naissance d'une ethnie qui s'appelle l'ethnie Hui. Et l'ethnie Hui, ça fait presque 1000 ans qu'ils sont dans cette question du vivre ensemble. Et aussi, parce que ce n'est pas seulement le vivre ensemble, c'est aussi préserver son identité. Comment vivre ensemble, mais aussi préserver son identité. Donc c'est le cas aussi des Hui. Ensuite, on est parti en Éthiopie. Alors comme on peut le savoir, l'Éthiopie est connue dans l'histoire de la civilisation musulmane comme étant le pays qui a vu refuge, qui a en tout cas accueilli les exilés de la Mecque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les exilés de la Mecque, en fait, on oublie souvent qu'il y a eu une première exil, qu'ensuite ils ont été rappelés à la Mecque pour leur dire qu'en fait ça s'est calmé. Mais vu que ça ne s'est pas calmé, il y a eu une seconde exil. Et donc certains comptent l'histoire comme en disant que durant la seconde exil,
les exilés sont passés par une ville qui s'appelle Harar et ils ont la présence musulmane à Harar était durant cette seconde exil, donc vraiment dès le début de l'islam. Et ensuite, quelques siècles plus tard, un alim du Yémen a fondé la ville de Harar comme vraiment ville. Et aujourd'hui, c'est une ville qui a totalement été oubliée. C'est pour ça qu'on appelle ce documentaire Harar, la cité oubliée. Parce que pendant très longtemps, Harar était une ville qui était considérée comme la capitale des intellectuels et des savants musulmans en Afrique de l'Est. Et malheureusement, depuis 200 ans, 300 ans, on a totalement oublié l'héritage de Harar. Et Harar a une histoire très particulière parce que c'est une ville où la symbolique islamique est omniprésente. Par exemple, Harar, c'est une ville qui est fortifiée. Il y a 5 portes qui représentent en fait les 5 piliers de l'islam. Ensuite, lorsqu'on rentre à Harar, il y a 99 mosquées qui représentent les 99 noms de Dieu. Et ensuite, lorsqu'on rentre dans un salon d'une famille traditionnelle harari, on peut voir un salon qui est en fait un salon traditionnel qui est composé, on appelle ça un salon aux 5 stations. Pourquoi les 5 stations? Ça représente les 5 prières quotidiennes. Et là, comme on peut voir, je vais vous l'expliquer un peu. En fait, ce salon, il est composé en 5. Vous avez la place du shir, vous avez la place des femmes, vous avez à droite, on ne voit pas tout l'angle, mais vous avez la place des visiteurs. En face, vous avez la place de gens, on appelle les gens sans science. Et ensuite, vous avez la place des élèves. Et en fait, lorsqu'on remet tout ça dans l'ordre, le salon nous raconte une histoire. Et c'est l'histoire de la vie, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans cette vie, on est voyageur. Cette vie n'est qu'un passage. Donc on s'assoit ici. Ensuite, on est ignorant. On commence ignorant. Donc on est en face. Ensuite, on devient un élève. Donc on se met au milieu. Et ensuite, soit on fonde une famille en tant que femme, on est celle qui est garantie l'éducation, dans la tradition harari, l'éducation de la famille, donc on est à droite, soit on est le shir, on est l'homme de science, donc on est au milieu. Donc ça correspond en fait aux 5 stations. Et il y a une 6e station, qui est cette petite porte, qui est en fait un kajibi, qui symbolise la mort. Parce qu'en réalité, le shir, sa prochaine station dans sa vie, c'est la vie d'après. Donc en fait, l'histoire particulière de Harar, c'est que c'est une ville où la symbolique islamique est omniprésente. Et du coup, c'est intéressant en fait de voir toutes ces populations-là, parce que ça nous montre la diversité et la mosaïque culturelle que constitue la civilisation musulmane. Salam alaikum, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Bachar Abou Saleh, je suis président de l'Institut Sira. Alors en fait, nous sommes un institut, une association qui existe officieusement depuis 13 ans à peu près. On avait commencé au Bourget 2008 à travers une exposition qui a été préparée par nos partenaires, qui est le centre de recherche à Médine. Donc en fait, c'est un centre de recherche académique et archéologique qui font des travaux sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc depuis ce lancement, ce début qui était en partenariat avec l'UOIF également à l'époque, nous avons créé une association purement indépendante pour pouvoir promouvoir les enseignements et les valeurs de l'islam à travers l'exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous organisons des expositions comme celle que vous voyez autour de vous au salon du Bourget et dans différents salons. On organise également des conférences, des séminaires, des formations en fait sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se spécialise dans ce domaine-là. Et récemment, depuis 3 ans, nous avons également lancé l'édition. Donc chaque année, nous lançons un magazine ou une revue si vous voulez. C'est la revue de cette année par exemple qui traite sur le sujet de l'environnement. Donc on traite ce sujet d'un point de vue scientifique et académique en revenant aux sources de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autre côté, on a aussi lancé un nouveau projet cette année qui était la réalité virtuelle. Donc ici, nos visiteurs peuvent par exemple visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa demeure à l'époque avant sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces travaux sont faits avec précision grâce à nos partenaires à Médine qui ont des découvertes assez archéologiques intéressantes et qui permettent de reconstruire en 3D un petit peu ce qu'on fait. Donc nous, alhamdoulilah, on est encore lancé, on est encore jeune, on a une grande équipe qui grandit et on continue, on a plein de projets et on vous invite à venir nous découvrir, Inch'Allah, dans les prochains salons ou sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet, sur Institut Sira, institutsira.fr par exemple. Merci à tous et à bientôt, Inch'Allah. Donc voilà, je m'appelle Wahid Abbassi, je suis président de Dignité Internationale en France. Dignité Internationale, c'est une association humanitaire de solidarité internationale. Nous avons créé cette association il y a 5 ans maintenant, donc on a fait de parcours. Alors, Dignité Internationale est spécialisée à 70% dans le domaine de développement, plus les urgences.
avec un axe majeur qui est la santé, plus bien sûr le forage des puits, l'aide alimentaire. Dignité internationale, depuis sa création, nous avons travaillé surtout au Tchad, en Afrique, pendant la crise des Centrafricains. Nous avons accompagné ces réfugiés au Tchad à travers des projets d'aide alimentaire, des projets médicaux. Après, nous avons aussi intervenu à Gaza pendant la guerre dans cette région, avec l'envoi de 6 médecins chirurgiens, la mise en place d'un projet, d'un centre médical pour soigner, distribuer des médicaments. Et enfin, nous avons clôturé cette mission avec un projet d'accompagnement psychologique pour les enfants traumatisés de la guerre et leurs mamans. Actuellement, on travaille au Bangladesh après la crise des Rohingyas. Je viens de visiter ce pays pour mettre en place un centre pédiatrique pour les enfants réfugiés à Cox's Bazar au Bangladesh. Bien sûr, nous allons lancer prochainement un grand projet en Syrie, 1 500 000 femmes violentées, enceintes, dans des conditions catastrophiques, des enfants des rues, des handicapés, avec un manque terrible des infrastructures, surtout dans le domaine médical. Donc, Dignité internationale, cette année, a décidé de travailler dans ce domaine en Syrie pour soulager la souffrance des Syriens en partenariat avec CIMA. C'est une association syrienne qui est spécialisée dans le domaine médical et qui travaille en particulier en Syrie. Donc nous allons lancer ce projet et à travers votre télévision, qu'on remercie infiniment, on lance un appel à la solidarité, un appel à la générosité, un appel aussi à la coordination, parce que Dignité internationale croit à deux valeurs, la dignité humaine et le partenariat. Parce que seul, on ne peut rien faire. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, à travers les partenariats, on peut venir en aide à toutes les populations en besoin. Donc, je lance cet appel à toutes les associations, à tous les acteurs humanitaires, à tous les donateurs pour venir en aide, travailler ensemble pour soulager la souffrance les plus démunis en Syrie, en Palestine, au Tchad, en Afrique et en Bangladesh. Les causes sont énormes, les moyens sont peu et donc on doit travailler ensemble et merci beaucoup.